CSP, on en a beaucoup parlé déjà, c'est 3 axes. Et nous avons déjà reçu, à travers une consultation, une contribution très importante de l'État, et nous avons consommé. On commence par le chantier de Montgolfier, c'est l'extension vers l'ouest, c'est-à-dire vers Schœlcher, pour atteindre l'université. C'est la priorité. Nous avons une priorité à cela. Quel est le tracé de passage, on travaille dessus. On reviendra devant vous. On n'a pas suivi l'ancienne équipe sur le mode aérien câblé. Nous sommes revenus sur un tracé routier, je dirais classique, vers le Robert, et un mode routier aussi, avec une première tranche qui sera réalisée à Montgolfier, un chantier qui devrait commencer en début de l'année prochaine, pour le dénivellement de Montgolfier. Et puis vers le sud, Rivière-Salée, Rivière-Salée. Rivière-Salée, ce sera plutôt Saint-Luce, et avec la connexion de la moindre zone que je vais présenter, qui est un schéma où je souhaite qu'il y ait un gros débat qui sera réalisé, je vous reviendrai tout à l'heure, mais vers le sud, plutôt vers l'entrée de Saint-Luce, avant Saint-Luce, mais la desserte se fera certainement Rivière-Salée voire Saint-Luce. Pour le TCSP, on a donné des montants tout à l'heure. Les études avancent bien, les débats publics sont terminés, et nous sommes entrés dans des phases APS pour la tranche vers Schœlcher et la tranche vers le sud et la tranche vers le nord Atlantique. Ce ne sera pas réalisé complètement par la collectivité territoriale. La SPL sera attributaire de la partie allant vers l'université, la SPL Transport, il y a des modifications techniques à faire, et le reste sera porté par la collectivité territoriale. Concernant le TCSP, les montants sont importants. Le coût global pour l'extension, la première extension est de 150 millions d'euros pour l'Est, 200 millions d'euros pour le Sud et 150 millions d'euros pour l'Ouest, avec un financement État, Fonds européen, CTL. C'est une opération qui va se dérouler suivant un agenda qui sera certainement long, mais au moins l'objectif c'est de finir la tranche concernant Schœlcher et de progresser sur les autres. L'engagement de le faire dans le calendrier présenté, à la condition bien sûr que les transferts d'informations soient aussi fluides que possible, puisque c'est sur la base des informations que vous pourrez apporter que les services pourront examiner la faisabilité, les conditionnalités en application de la loi bien sûr, et vous proposer à chaque fois les conditions d'une réalisation la plus rapide et la plus totale possible. C'est vraiment le souci que nous avons de vous accompagner dans ce projet ambitieux. D'ailleurs, dans lequel on s'inscrit d'ores et déjà concrète du projet. Monsieur le préfet parlait de formation. Ça va être aussi un des éléments essentiels de la réussite du développement économique du territoire. La Chambre de métier donc, sera mobilisée avec la Chambre de commerce et tous les partenaires du secteur pour repenser et dynamiser la formation dans le secteur du bâtiment, notamment sur l'apprentissage. Et président, c'est bien aussi d'avoir pensé au financement supplémentaire pour la formation et l'apprentissage. Eh bien, je vous donne rendez-vous à tous autour d'ateliers. Ces ateliers, donc, il y en aura beaucoup pour le secteur du bâtiment, mais on l'a dit aussi, la commande publique s'adresse à tous les secteurs, mais nous avons une production locale qu'il faut aussi donc accompagner. Donc, il y aura des ateliers dans ce sens-là qui seront proposés aux deux co-présidents pour développer nos acteurs de la production locale et qu'ils puissent répondre aussi favorablement à la demande. Été pris, la signature d'un charte pour confronter nos engagements et notre fonctionnement. Je veux rassurer les acteurs privés que nous continuerons à assurer le secrétariat. Je l'espère, l'ensemble des collectivités vont désigner les référents techniques qui nous permettront d'avancer au fait de propositions concrètes au travers
groupe de travail que nous allons mettre en place. Merci pour cette... Parce que un tel haut conseil à la commande publique ne s'était pas réuni depuis plus de 2 ans, du fait des événements que nous avons connus. Donc, il était important qu'on se retrouve, qu'on associe à la fois les donneurs d'ordre, autorités publiques, mais également tous les acteurs privés qui participent et qui vivent de la commande publique. On a fait un bilan, s'est engagé à se voir plus régulièrement, à minima 2 fois par an, sous ce format, mais également de relancer des groupes de travail qui vont permettre d'examiner toujours dans une logique bipartite les blocages, comment on peut améliorer, comment on peut simplifier, comment on peut fluidifier l'accès à l'information aussi, en créant un observatoire, en voyant s'il y a des obstacles qui sont juridiques, de nature réglementaire, légaux, qui permettraient de faciliter l'accès à la commande publique. On a évoqué des sujets, vous l'avez vu, comme celui de la formation professionnelle, sinon on arrive à se projeter sur les besoins que peut, dès lors qu'un acteur a accès à l'information, il peut se projeter et savoir de quel salarié il aura besoin, de quelle formation ces salariés auront besoin, etc. Donc un engagement de groupe de travail, un engagement à se voir 2 fois par an, et une présentation par les autorités publiques, par le président de la CTM, par également l'ARS, des projets d'investissement à 2, 3, 4 ans qui permettent aux acteurs privés d'avoir cette visibilité nécessaire. Donc maintenant, il faut aller dans le concret. Il y a eu un temps mort. Depuis 2020, cette autorité de la commande publique ne s'est pas réunie. Donc, il y a eu un temps mort. Et en plus, bon, on arrivait à la tête de la collectivité, il fallait faire le bilan, savoir ce qu'on voulait faire. Il fallait au moins un an et demi pour se préparer. Études techniques, etc. Parce que la commande publique ne se décrète pas comme ça. Ça se prépare, ça se construit, ça s'étudie. Donc c'est bienvenu. Alors, maintenant, il faut être très performant, parce qu'on a un enjeu considérable lié à la relance économique. Et si on fait une relance économique qui ne soit pas adaptée aux réalités locales, c'est peu bien. Et deuxième chose, il faut absolument qu'on puisse payer les entreprises dans de bonnes conditions. Donc, les paiements. Et troisième chose, c'est qu'il faut qu'on ait une lisibilité du marché public dans le temps. C'est un peu ce que demandent les entreprises. Donc je pense que là, on peut trouver à la fois les méthodes de fonctionnement. On a constitué des groupes de travail pour nous permettre d'aborder thème par thème. Et puis, on va dérouler à partir de ça. Il fallait rassurer les professionnels du BTP. Oui, ça parce que c'est un secteur qui est en difficulté, structurelle, bien entendu, liée à la période de Covid, parce que pendant cette période-là, on avait une chute considérable des chiffres d'affaires, de l'activité économique, et c'est un secteur quand même qui est fragilisé. Il faut tenir compte de la réalité, notamment sur le plan social et sur le plan juridique, sur le plan fiscal. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté. Donc il faut à la fois relancer la machine pour leur permettre d'accéder à des marchés, mais si ces entreprises ne sont pas à jour de leurs cotisations, ces entreprises ne peuvent pas accéder à ces marchés. Donc il faut à la fois donner la lisibilité du marché, mais en même temps les accompagner. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une réunion qui est prévue avec la DRFIP, l'État, la CGSS, de telle sorte qu'on puisse lisser leurs problématiques, trouver des moratoires ponctuels par entreprise, par secteur. Je suis très content qu'à la fois la DRFIP et l'État aient accepté de rentrer dans cette phase-là. Il ne s'agit pas simplement de dessiner des perspectives de BTP, les masses d'investissement de la collectivité seront très importantes pour l'avenir, mais si les entreprises existantes ne peuvent pas répondre à ces marchés, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'elles pourront plus facilement accéder à ces marchés publics. Parce qu'elles avaient du mal, elles étaient exclues. Ou elles sont détournées parce que les délais de paiement étaient trop longs. Exactement. C'est pour ça qu'il faut à la fois donner la visibilité de l'avenir, en matière d'investissement, ce qu'on a fait, mais en même temps, il va falloir les accompagner pour régler leurs problèmes actuels. Et troisième chose, être extrêmement vigilant, trouver des solutions pour que les paiements soient ramenés au minimum. C'est 30 jours, mais on est à 60, c'est pas bon, on a doublé, on est en doublement. On a réduit, au niveau de la CTM, on est à 42 jours. Il faut absolument les accompagner aussi, parce que c'est pas facile de trouver des salariés sur place qualifiés. Donc, on a une politique de formation qui sont en adéquation par rapport aux besoins de ces entreprises.
Et je pense qu'il y a de manière permanente un problème de trésorerie de ces entreprises, de performance technique en termes d'innovation. C'est un peu ça que le rôle, la haute autorité de la commande publique, c'est de cibler les problématiques qui freinent l'investissement des entreprises localement ou leur implication dans les marchés qui sont livrés, mais pas que dans le BTP, parce que la commande publique, c'est pas que le BTP, il y a aussi des ordinateurs, des achats courants, des collectivités locales et aussi des entreprises. Vous avez identifié plusieurs chantiers qui étaient en besoin justement sur la Martinique. Quels seront les chantiers prioritaires? Vous avez énoncé PZQ, les collèges, lycées, les logements sociaux, le port du Robert, le transport maritime, TCSP. On se doute bien qu'en une année, ce ne sera pas possible de pouvoir réaliser tous ces chantiers. Lesquels seront prioritaires? Ah, c'est 5 ans, parce que la durée du mandat, c'est les 5 années qui viennent de s'écouler. Heureusement, on a un mandat un peu long. C'est 6 ans et demi de mandat qu'on a. Donc, pendant la première année, les 2 premières années, on s'est penché à redresser financièrement la collectivité, ce qu'on est en train de terminer, et puis de préparer techniquement les chantiers. Vous avez dû remarquer qu'il y a quelques chantiers lourds qui sont déjà engagés, comme Séguino, Saint-Jacques en matière d'eau potable. Je prends que cet exemple-là. Il faut finir les chantiers qui ont commencé. Il n'y a pas beaucoup de chantiers. Il y avait que le pôle universitaire de la santé, qui est d'ailleurs en panne techniquement en termes de déroulement. Et puis, la fin du lycée Schellcher. Mais à part ça, il n'y a pratiquement pas grand-chose de près. Donc, il me fallait trouver le temps, 1 an et demi, de préparation de chantier. Donc, les très grands chantiers pour l'avenir, je vais commencer par ça, c'est bien sûr la liaison Carré-Boissy-Douane en infrastructure routière, c'est l'extension du port de la Martinique, c'est la construction du port du Robert, c'est l'aérodrome de Basse-Pointe, ce sont bien sûr les 68 collèges et lycées que nous avons, dont il y a 6 à reconstruire, 27 à réhabiliter lourdement pour les handicaps parasismiques. Je répète, parasismique, c'est quand même notre responsabilité d'engager. Donc ce sont tous ces chantiers que nous avons lancés. Maintenant, c'est la méthode. Est-ce qu'on peut tout faire tout seul? Est-ce qu'on peut, au sein de la collectivité? Donc, on va beaucoup impliquer ce qu'on appelle les établissements publics locaux, les SEM, les concessions de travaux, le secteur privé, de telle sorte qu'on puisse démultiplier les possibilités de chantier. Puis il y a des très très grands chantiers d'avenir, parce que je pense qu'un pays vit aussi par les perspectives d'avenir. Donc les extensions de TCSP, autour de 350 millions d'euros, vers l'université, vers le sud, Sainte-Luce, vers le Robert. Et nous avons aussi un projet structurant majeur, c'est une voie interzone qui pourrait doubler l'aéroport, qui passerait du côté des différentes zones, Mangue, Jambette, Acajou, etc., pour atteindre Ducos au niveau de Pays-Noyer, ce qui nous permettrait d'avoir un doublement de l'autoroute, une liaison entre le port de la Martinique et la zone d'activité future de Pays-Noyer. Et là, on trouve Vivre-en-Bois et quelques activités qui sont là. Et c'est un projet très structurant qui nous éviterait de faire des rocades intérieures nouvelles au sein de la Martinique en habillement des terres agricoles. C'est aussi un projet structurant pour sécuriser et développer 16 zones d'activité successives qui sont en difficulté d'accès ou difficulté d'incendie. Et ça nous permettrait aussi d'avoir une série de zones qui pourraient être au niveau de la zone d'activité de la Guadeloupe qui s'appelle Jarry. Président, quel transport pour demain, est-ce que la CTM sera en mesure de répondre à ces questions vis-à-vis des Martiniquais? Moi, je pense qu'il faut conjuguer plein de choses. La question de la mobilité est très large. Le covoiturage est un exemple. Le transport maritime, David Zobdat a un travail d'arrache-pied pour la consultation pour assurer sur la façade Caraïbe une liaison maritime de très grande ampleur depuis le Prêcheur, voire Grand-Rivière, connecté à Fort-de-France et vers le sud du Marin. Mais il faut absolument travailler sur la mobilité de transport terrestre. Ça s'organise, on fait tout pour que ça s'améliore, mais c'est pas encore satisfaisant, mais la dynamique d'amélioration est enclenchée. Et puis la dernière chose, si nous voulons avoir une mobilité économique puissante avec des acteurs économiques de la Martinique, il nous faut avoir des zones, des routes structurelles économiquement parlant. C'est pour ça que je privilégie beaucoup ce doublement de l'autoroute à partir de des zones successives de Jambette jusqu'au Mangue, pour nous permettre d'avoir une dynamique économique extrêmement forte.